Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour mes amis et bon dimanche de marché, si vous l'avez fait ou si vous êtes prêts à le faire. Merci de passer ce temps en notre compagnie ici à Sud Radio. Alors ce matin, figurez-vous que je vous convie à un repas. Et pas n'importe quel repas, je vais vous convier à table, mais pas n'importe quelle table puisque c'est la plus grande table du monde. Ah oui, et où c'est-il que ça se passe, ça? Eh bien, ça se passe en Île-de-France. Ça sera une émission un peu parisienne, un peu francilienne ce matin. C'est vrai, parce que cette plus grande table du monde, elle va se tenir non loin du périphérique, aux abords du 9-3, comme on dit ici, du 93 de la Seine-Saint-Denis. On va en parler tout de suite avec son créateur. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Bonjour Yvan Loiseau. Bonjour Vincent. Merci d'être venu ce dimanche matin, d'autant que vous avez eu une journée chargée hier, hein? Oui, hier on a eu la joie d'organiser une grande table de préparation à la Cité Soubise à Saint-Ouen et donc je suis un peu fatigué mais ça va, c'était superbe. Oui, c'est de la bonne énergie comme on dit. Complètement chargé de tous les sourires des parents, des enfants, de Saint-Ouen, et donc c'est un grand plaisir. Alors, il faut savoir, pour ceux qui ne sont pas de la région parisienne, Saint-Ouen, ça touche Paris. C'est ce qu'on appelle la première couronne, c'est-à-dire juste derrière le périphérique. C'est d'ailleurs les fameuses puces de Saint-Ouen qui sont connues dans le monde entier. Carrément. Ouais, c'est juste à côté. Voilà. Alors, Yvan Loiseau, avant de parler de cette plus grande table du monde, qui est en fait un événement qui aura lieu en septembre, pour sa phase finale, peut-on dire. Tout à fait. Donc c'est un projet qui a été imaginé pour créer des grandes retrouvailles dans l'espace public, parce que on a traversé 2 ans de crise sanitaire qui ont été extrêmement compliqués pour tout le monde, et que la cuisine a ce pouvoir de réunir les hommes et les femmes. Oui. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est ça qui me passionne, c'est aujourd'hui de se retrouver tout simplement, de mélanger toutes les origines sociales et culturelles d'Île-de-France, et de parler aussi de la Seine-Saint-Denis comme un territoire qui est chaleureux, qui est accueillant, qui est beau. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a c'est un département qui est un peu difficile, souvent dénigré, parce que évidemment forte population, on va dire défavorisée sur le plan social, mais aussi une forte population issue de l'immigration installée aux abords de Paris. Donc c'est un peu chaud parfois, il est vrai. Mais vous voulez montrer le visage solaire de ce département. Je pense que malheureusement il y a beaucoup d'a priori, que on fait il y a plein de sentiments qui sont contradictoires et mêlés. Ouais. Et donc moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont aussi fausses malheureusement, ou en tout cas qui ne sont pas racontées. D'accord. Et moi j'essaye de raconter ce qui est beau aussi, et je trouve que c'est ça qui est peut-être qui a moins de place malheureusement, et donc c'est la plus grande table du monde, c'est ça. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous faites dans le socio-culturel, mais par vocation. Presque, on se dit, tiens, Yvan Loiseau, il n'est ni un homme politique, vous n'êtes pas dans les institutions, en tout cas du département ou de la région, vous n'êtes même pas, je dirais, organisateur événementiel, vous y êtes venu en fait presque pour vous faire des copains, on dirait. C'est ça. En fait, moi je me définis comme un artiste. Et je travaille sur une esthétique qui est relationnelle, une esthétique de la rencontre. Comment les relations humaines peuvent être pensées comme une œuvre. Comment on peut les travailler pour qu'elles soient belles et qu'on regarde cette beauté comme étant... c'est un happening que vous faites. C'est une sorte de happening. Moi j'appelle ça une installation monumentale. Ouais. Oui, je définis la plus grande table comme étant une installation, et dont la beauté est composée de toutes les personnes qui viennent s'y attabler. Alors dans une minute, on va avoir au téléphone votre marraine. Je ne dis pas encore qui c'est, mais sachez que c'est quelqu'un qui est cher au cœur de tous les amateurs de bonne chair et de cuisine et de multi-cuisine, mais on en parlera avec elle.
je n'ai encore pas parlé de cet événement à proprement parler en termes de taille. Parce que quand on parle de la plus grande table au monde, on parle de quelle taille cette table, la longueur de cette table, elle va être de combien? Alors, elle va faire entre 3,3 et 3,5 km de long. C'est complètement dingue. Alors évidemment, par petits bouts, hein, c'est pas une table d'un seul tenant. Ah si. Ah bon? Ah oui, tout à fait. Sinon, d'ailleurs, enfin, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est de battre un record du monde. Et donc, on va faire venir le Guinness Book des records pour attester que cette table est bien la plus grande du monde. Et la condition pour que ce soit le cas, c'est qu'elle soit d'un seul tenant. D'accord. Donc, elle va bord à bord, quoi. C'est ça. Toutes les tables doivent se toucher pour ne composer qu'une seule table. Et elles vont être nappées et accrochées ensemble. Nappées en papier? Non, nappées en tissu. Nappées en tissu, 3,5 km de tissu. Oui, tout à fait. Oh là là, la belle nappe, dites donc. Mais je crois qu'on se rend pas compte du poids que ça doit représenter une nappe sur 3,5 km. C'est plusieurs tonnes, hein. Le volume aussi. Et le volume, parce qu'il faut le transporter. Et donc j'en profite pour faire un gros remerciement à tous nos partenaires qui d'ailleurs font la nappe, parce que c'est un projet collaboratif et collectif. Et donc il y a les élèves du lycée d'Alembert d'Aubervilliers qui cousent cette nappe depuis 1 an et demi. Génial. À peu près. Moi, ça me fascine. Eh bien, écoutez, on a donc non pas réveillé parce que elle est lève tôt le dimanche. On a votre marraine en ligne, c'est Emmanuelle Jarry. Bonjour Emmanuelle Jarry. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors, on vous connaît bien à travers votre fameux C'est meilleur quand c'est bon. Et d'ailleurs, je vous ai eu dans l'émission hein, pour parler de la sortie de votre livre. Emmanuelle Jarry, qu'est-ce qui vous a donné envie ou qu'est-ce qui vous a poussé à accepter d'être marraine de cet événement, de cette plus grande table au monde? Alors justement, j'entendais Yvan Loiseau parler de la taille. Quand j'ai reçu le message et la demande d'Yvan, j'ai vu 10 000 personnes attablées, 3 km de table. Alors ça m'a fait rire. Il y avait un côté complètement extravagant. On parlait pas de cuisine, même si après c'est important, mais on parlait de rassembler 10 000 personnes. Donc déjà ça m'a intrigué. Et puis après, je l'ai rappelé, on a échangé et il m'a raconté son parcours. D'abord, c'est un artiste. Je trouvais ça intéressant. C'est pas un cuisinier qui crée cette grande table. Et l'idée, même si on va manger parce qu'on est à table et cuisiner, c'est de rassembler des personnes. Et Yvan me disait pendant le confinement, il avait été étonné, enfin pas étonné, ça lui avait déplu, enfin de constater que les gens avaient peur les uns des autres. Ils voulaient rassembler. Donc ça, j'aimais beaucoup. Et puis parce que moi, pour ceux qui connaissent mon travail, je vais pas seulement filmer des restaurants parce qu'ils sont bons, même si c'est important, mais aussi parce qu'il y a une ambiance, parce qu'on est au coude à coude. Donc ça correspondait tout à fait. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'Yvan nous a choisis, mais aux valeurs de la table qu'on défend. Et vous dites-nous, vous pensez à Mathieu, hein, votre mari qui vous accompagne partout. Hein. Ah oui, parce que voilà, tout à fait, ouais, exactement. Je pense à Mathieu qui filme et tout ça. Et il se trouve que cette plus grande table, elle va être en Seine-Saint-Denis. Et moi, depuis 5 ans, j'habite en Seine-Saint-Denis. Ça, je pense qu'Yvan Loiseau le savait pas. Et un peu peut-être comme d'autres personnes, quand j'entendais parler de ce département, on en entend souvent parler quand il y a des problèmes. Ah, Yvan, il fait non de la tête. Vous le saviez pas au moment où vous l'avez contacté? Ah non, pas du tout. Non, c'était une grande surprise et du coup, enfin, ça a fait un écho de plus parce que évidemment. La fierté de Seine-Saint-Denis, voilà l'étendard de Saint-Denis. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'en Seine-Saint-Denis, on a 136 nationalités différentes, ce qui est un record, je crois, dans un département français. Donc on imagine que si beaucoup d'entre eux viennent cuisiner pour cette grande table, alors moi je dis toujours, contrairement, alors, je sais pas si Yvan dit ça, mais souvent on dit la cuisine rassemble. Moi je suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a rien de plus clivant que les cuisines étrangères. J'ai un souvenir, parce que j'ai beaucoup voyagé pour mes reportages, d'un couscous de bosse de chameau dans le désert mauritanien. Bon, moi j'ai eu du camembert de chameau en Mauritanie, après avoir traité les chamelles. Non mais on en reparlera en antenne. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que ça reste comme un grand souvenir, même si j'ai pas trop aimé la bosse de chameau, parce que c'est génial de découvrir comment les autres mangent, comment les autres cuisinent. Et moi, si j'apporte à la plus grande table du monde en septembre une quiche lorraine, peut-être que je n'aimerais peut-être pas la table d'à côté, enfin les plats d'à côté, mais je vais être content de savoir pourquoi ils cuisinent comme ça, pourquoi ils sont là et d'être ensemble. Et Emmanuelle, franchement, il n'y a pas autre chose qui puisse plus rassembler des gens très différents que le moment de partager le repas. On est d'accord? Exactement, voilà, c'est ça. Bon. Et donc comme c'est une grande table, c'est un grand repas, et moi j'ai accepté d'être la marraine de ça parce que je trouve que c'est une super initiative. Oui, alors j'ajouterais que c'est vrai pour ceux qui connaissent vos je dirais reportages, vos films, vos vidéos, on sait que vous n'êtes pas chauvine. Et au-delà de ça, vous n'êtes certainement pas une xénophobe de la cuisine. Vous êtes multi-cuisine, multiculturelle. Donc ça colle tout à fait à votre caractère.
Oui, c'est ça. Moi, je défends. Alors, depuis 2019, j'avais décidé de plus aller filmer à l'étranger, donc je filme en France, mais je filme plein En France, on a plein de sortes de saveurs. Il n'y a pas que la cuisine française, même si je la défends aussi beaucoup. Mais effectivement, je suis ethnologue de formation, donc je me suis toujours intéressée aux autres cultures. Et donc, ce projet, il colle à tout ça. Et puis, encore une fois, Yvan, c'est un artiste, donc il a une autre approche qu'aurait peut-être un cuisinier. Donc, il y aura des artistes qui vont venir aussi. Il y a des petites tables. Il va vous en parler. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé. Des petites tables avant qui vont se tenir. Nous, on va y aller le 25 juin. Bah oui, il y en avait une hier. Hein. Il y en avait une hier à Saint-Ouen, celle dont on a parlé, avec vraiment un beau succès. Tout ça, c'est préparatoire, Yvan, en fait. Ce sont des petites répètes de ce grand événement de septembre. C'est ça, c'est pour mobiliser et partager avec les habitants des quartiers populaires, et pas que d'ailleurs, des villes de Saint-Ouen et Saint-Denis. Et donc ça nous sert à diffuser le projet, à mobiliser les gens, à mobiliser les énergies, parce qu'il en faut hein, quand on a 10 000 personnes attendues. Restez avec nous, Emmanuel, je vous garde encore quelques minutes, on se retrouve tout de suite après ça. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, on n'a pas réussi à passer, à dérouler les 3,5 km de table encore dans le premier quart d'heure. On est toujours avec Yvan Loiseau, le créateur de cet événement, la plus grande table au monde, qui se prépare pour septembre à travers quelques petites répétitions. Et au téléphone, nous avons Emmanuelle Jarry qui nous a fait l'amitié d'être avec nous ce matin, puisqu'elle est la marraine de ce grand événement. Yvan, Emmanuelle le rappelait juste avant la pub, là, elle disait, il y a un certain nombre d'événements préparatoires, comme celui d'hier à Saint-Ouen dont on a parlé. Quoi d'autre ? Il y en a eu un le mois dernier, je crois, une table... Donc on fait différents événements. On en a fait un avec nos amis du Réchaud dans le 16e arrondissement, au 5 Toits. On en a fait un à la cité Émile Cordon à Saint-Ouen le 8 mai, avec beaucoup d'associations locales. Et tout ça est toujours open et gratuit ? Complètement. C'est ça qui est le plus important, c'est-à-dire et tout le monde peut venir. Et tout le monde peut venir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on touche des gens qui viennent pas uniquement de Saint-Ouen, pas de Saint-Denis, qui sont des Parisiens et qui ont vu le projet et qui viennent à la cité Émile Cordon et qui viennent s'asseoir et partager avec nous. Et ça, c'est pour moi hyper important parce que c'est vraiment cette mixité sociale qui m'intéresse. Comment est-ce qu'on arrive à mélanger des gens qui ne viennent pas du même endroit, qui n'ont pas la même histoire, mais qui se retrouvent assis à une table et qui partagent quelque chose. Et qui aiment ce que l'autre apporte, parce que c'est ça aussi l'important, c'est d'aimer les autres cuisines et de les découvrir. Complètement. Et ça se fait de manière très simple. En fait, c'est ça qui me touche aussi, c'est qu'il n'y a pas de choses, qui sont superflues. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il n'y a pas de cuisinier professionnel. Chacun vient avec, comme on ferait une table d'amis, on apporte son plat, quoi. Alors, ça va être aidé quand même. Il y a quand même donc des professionnels de la cuisine. Des assos, tout ça qui nous aide. Il y a plusieurs chefs qui vont être aussi partenaires du projet. Mais qui mettent la main à la pâte ? Qui mettent la main à la pâte, qui vont venir avec des plats. Mais l'essentiel, c'est quand même des plats apportés par les convives. Oui. C'est le plus important. Emmanuel Jarry, j'imaginais un challenge pour vous. Avec Mathieu, vous filmez au long de la table et dire il faut au moins que je goûte 40 pays différents. Quoi. Oui, c'est ça. Moi je suis déjà en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais cuisiner ce soir. Oui. Vous croyez pas qu'il vient de dire maintenant, parce qu'on a l'intention, et je vous donne un scoop, il y a que Yvan qui le fait et Mathieu, mais on va lancer un nouveau format pour C'est meilleur quand c'est bon, et on a l'intention d'aller filmer du reportage, donc non plus les restaurants et tout ça, pour cette grande table. Bien sûr. Voilà, et moi je pensais aller filmer le 25 juin parce qu'il y aura des cuisines très différentes. En fait, Yvan m'avait dit qu'il y aura un méchoui, je crois, dans l'endroit où la grande table se tiendra, des femmes des hommes cuisiner des méchouis. Il y aura aussi des sushis faits par les Japonais. Moi, j'adorerais savoir faire les sushis, donc c'est peut-être l'occasion d'apprendre. Voilà. Donc l'idée, c'est de manger et peut-être aussi de cuisiner avec les autres un petit peu. Et donc on va filmer tout ça et ça sera notre première reportage C'est meilleur quand c'est bon. Vous n'allez pas chômer, le long des 3 km. Et justement, peut-être qu'on pourrait faire voler un drone au-dessus de la table pour voir. Oh là là, génial. Je veux bien être accroché au drone, moi. Ça me dirait. Dites-moi, Yvan Loiseau, on a parlé beaucoup de ce qu'il y aurait sur les tables, mais parlons un peu de matos. Parce que quand on parle de 3,5 km de table, quelle logistique, quelle organisation, qui fait ça pour vous ?
Alors, plusieurs personnes. On a un directeur technique, Albert Guillou, qui est une personne formidable et qui coordonne tout ça avec nos équipes. Donc, il y a aussi une quinzaine de techniciens qui sont associés à ce projet, plusieurs loueurs de tables qui nous mettent à disposition des tables. Donc, gratuitement. Alors oui. Ça, c'est chouette. Donc c'est un projet vraiment de collaboration en fait, et de se dire, on a vécu une guerre, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République qui nous l'a dit. Voilà, nous sommes en guerre, et il faut faire une fête pour sortir de ce conflit. Et pourquoi pas aussi faire écho aux autres conflits qui ont lieu en ce moment. Et c'est aussi un grand message de paix, cette table. J'imagine que vous accueillerez à la fois des Ukrainiens, sûrement des Russes en France qui viendront. Bien sûr, et pas que, des Afghans, des Syriens, des Érythréens, des Yéménites. On le souhaite, hein, évidemment, comme une grande trêve, je dirais une trêve à table. Moi, ça me plaît bien comme idée. Encore un mot, tout cela est aidé par le département, par les municipalités. Vous avez un peu de subsides? Oui, complètement. C'est en partenariat avec le département de la Seine-Saint-Denis, avec les villes de Saint-Ouen, de Saint-Denis. D'accord. Il y a les communautés de communes, plusieurs fondations privées, AG2R, l'assurance retraite. On a quand même des aides, parce que évidemment ce sont des montants quand même assez importants. Ah bah oui, j'imagine. Même s'il y a beaucoup de collaboration, la sécurité. Oui, ça on déroge pas. Voilà. Hein, parce qu'il faut quand même que ce soit cadré, comme on dit. Alors, il y a évidemment beaucoup d'associations aussi qui œuvrent dans le social, dans le culturel, et ça manque pas en Seine-Saint-Denis. Et vous avez souhaité avoir avec nous au téléphone, on vient de lui passer un coup de fil, Amadou Ba. Dites-nous un mot d'Amadou. Amadou, c'est quelqu'un de formidable. C'est vraiment une personne, où on s'est rencontrés autour de ce projet. Nous, on travaille avec environ 150 associations du territoire, et donc Amadou est le président de l'association Un Espoir pour tous, qui travaille à Soubise, qui fait un travail remarquable, comme avec tous les habitants, avec les enfants, avec les grands-parents. Et donc moi, en fait, c'est un projet qui fonctionne grâce à eux. Parce que c'est eux qui parlent aux habitants et c'est eux qui les invitent. Donc moi, ce projet, je le construis avec eux. C'est eux mes intermédiaires, c'est eux qui me disent tiens, tu vois, ce serait bien qu'on fasse ça, ce serait bien qu'on fasse chanter Aminata, qui est une chanteuse de la cité Soubise, qui était là hier, par exemple, à la table de Soubise. Voilà, c'est des choses comme ça qui se construisent. C'est très humain, et sans eux, ça ne marche pas. Alors, Amadou est avec nous en ligne. Bonjour, Monsieur Ba. Bonjour, comment allez-vous? Est-ce que ça va? Est-ce que votre modestie n'est pas en train de souffrir de tous ces éloges? Vous savez que Yvan, toutes les qualités que Yvan vient de citer pour moi, c'est des qualités qu'on retrouve chez lui. Nous, quand j'ai rencontré Yvan, je me suis dit, j'ai jamais vu un homme avec un cœur aussi grand. 10 000 personnes, faut les tenir, quand même. Voilà, Yvan, c'est quelqu'un de généreux. Quand il m'a raconté son histoire, il est parti voir des gens qu'il rencontre pour la première fois. Il leur a dit, est-ce que je peux venir cuisiner chez vous? Vous voyez, c'est une personne qui fait ça. On s'est dit, c'est une personne magnifique. Yvan, c'est très facile de travailler avec quelqu'un comme Yvan. Nous, on a eu, moi je le dis tout le temps, avec mon épouse Amina, qui est secrétaire générale de l'association, qui s'occupe des bénévoles, qui est très engagée, qui travaille avec nous. Donc nous, on dit souvent qu'on a eu la chance de rencontrer Yvan. Ça c'est un beau retour d'affection, hein. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Jarry, elle écoute ça en se disant, mais dis donc, il y a que de l'amour ici. C'est bien, Yvan, non? Oui. De toute façon, cette grande table, elle est simple. C'est juste de l'honnêteté, de la transparence et du partage. Voilà. D'accord. Mais dites-moi, Amadou, vous, ce que fait Yvan là, plusieurs fois dans l'année, c'est ce que vous faites toute l'année et pas seulement à table, hein, parce que votre association, elle œuvre pour aider, en définitive, des populations souvent d'origine étrangère, qui sont socialement, je dirais, un petit peu défavorisées, à trouver leur place et à revendiquer leur place. Effectivement, parce que l'association, elle a été créée en 2013, parce que nous sommes quand même dans un quartier un peu difficile, avec quand même beaucoup de nationalités, avec des parents souvent qui ont des problèmes pour aider leurs enfants. Nous, à la base de l'association, quand on l'a créée en 2013, c'était pour faire du soutien scolaire.
Parce que c'était une grosse demande dans le quartier. C'est le prérequis. Voilà. Mais donc il y avait des collégiens, des lycéens qui étaient là. Les parents ne pouvaient pas les aider parce qu'ils n'ont pas été à l'école pendant longtemps. Donc nous, on a créé l'association autour de ça. Ensuite, on faisait des sorties culturelles. On amenait les petits dans des spectacles, dans des musées, visiter des châteaux, aller à la plage. Génial. Donc, mais là, vous les mettez à table. C'est encore mieux. Voilà. Parce que franchement, c'est un vecteur extraordinaire, hein, la cuisine et le partage du plaisir de manger, hein, de manger et de goûter les autres. Bien sûr. Et comme on a dit, nous, il y a 2 ans, avec le Covid, on a aussi commencé à faire des colis alimentaires pour accompagner, parce que on a au sein de Saint-Ouen, on a des résidences d'étudiants et de jeunes travailleurs. Et il y a 2 ans, on a été sollicité par une des responsables, Marie-Joëlle, qui est venue nous dire, Monsieur Ba, aujourd'hui, nous avons un problème. On a des étudiants et des jeunes travailleurs qui ont perdu leur emploi suite au problème du Covid. Comment vous pouvez nous aider? Je lui ai dit, voilà, on va trouver. On a cherché, je commence à chercher des partenaires. J'ai dit, est-ce que si on leur donne des colis alimentaires, ça va les aider? Il a dit, on cherchait que ça, parce qu'avec le peu qu'ils ont, que ce soit des aides ou des bourses, au lieu pour ne pas se retrouver à la rue, ils payent leur loyer, et puis après derrière, ils n'ont rien à manger. Donc c'est là qu'on a commencé à faire des colis alimentaires. Donc l'arrivée d'Yvan avec la grande table, ça a été aussi, voilà quoi. C'est la mise en lumière de tout ce travail qui est fait au niveau associatif. Bien sûr. Amadou, je crois que votre femme est marocaine, hein? Voilà, ma femme est marocaine. Vous-même d'origine sénégalaise, donc on va dire vraiment l'Afrique de l'Ouest, quoi, hein, l'Atlantique. Est-ce que vous allez cuisiner, allez-vous? Ou est-ce que vous vous contentez d'organiser? Ah non, on cuisine. Ma femme vous allez venir avec vos plats. Ma femme va faire le couscous. Elle va faire le couscous marocain. Et puis, j'ai contacté, comme Yvan l'a dit, beaucoup d'habitants. J'ai une Madame Diallo qui est guinéenne qui va nous faire le mapé. Ah, super. On a Inda qui va nous faire les tchèpes. C'est-à-dire des riz rouges avec du poulet. Voilà. Et puis voilà, donc c'est une diversité. On a aussi Claude qui va nous faire de la paella. Voilà. Top. Le papy de mes enfants qui va nous faire la paella. Donc vous voyez, on visite toute la gastronomie, quoi. Ça donne envie. Je pourrais pas tout goûter si je viens, mais bon, c'est pas grave. On en entendra parler. Allez, merci beaucoup, Amadou. Je vous laisse aller organiser ça, puisque c'est la semaine prochaine, la prochaine table, Yvan. C'est ça, donc la semaine prochaine, le 21 mai, à la cité Saucé Floréal Courtille, avec encore un consortium d'associations formidable. Ok. Merci. Et toujours la marraine qui est en ligne. Merci Emmanuel Jarry d'avoir été avec nous ce dimanche matin. On s'en reparlera en septembre pour j'ai envie de dire la grande finale, la plus grande table. Je viendrai me régaler avec vous parce que tout cela donne bien envie. Et on rappelle, ouvert à tout le monde, d'où qu'on vienne. C'est ça. Le 18 septembre. Il n'y a pas obligation d'être d'Asie ou d'Afrique ou d'ailleurs. On peut être d'Auvergne, de Bretagne. On est les bienvenus et même si on vient pour la journée. C'est ça, on souhaite battre un record d'humanité. Merci à tous. Allez, très très bonne chance pour la prochaine table et on s'en reparle, on se retrouve tout de suite. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Deuxième partie d'émission, on va se régaler. On est dans le solide, on est dans le réel, on est dans le dur. Enfin, dans le dur, dans l'œuf dur, en tout cas, puisqu'on va parler des bistrots. Mais pas des bistrots comme ça. On va parler des genoux dans les vieux bistrots. Ah oui, parce qu'il y a une opposition, il y a une sorte de dichotomie. Figurez-vous que dans le bon bistrot, le vieux bistrot, le vrai bistrot parisien, eh bien, les jeunes ont pris le pouvoir aujourd'hui. Et toute cette jeune classe, on va se poser ensemble la question avec mes invités de savoir qu'est-ce qui s'est passé. À quel moment on a viré de la cuisine de Maigret, de la cuisine de Ventura et Blier, vers une cuisine un peu jeune et qui pourtant ne renie pas ses racines. Ce matin, pour en parler, eh bien, j'ai un père et un fils, les Bénard, qui sont avec moi, Gilles Bénard et Marius Bénard. Bonjour messieurs. Bonjour. Et en face, eh bien, j'ai alors parce qu'en fait, on dit les fils de bistrotiers. Non, les filles de bistrotiers aussi, puisque Margot Dumont est avec nous. Bonjour Margot. Bonjour. Le papa, il est pas là parce qu'il s'occupe des bistrots, hein. Donc ce matin, voilà, et il a délégué sa fille et il a bien fait d'avoir un peu de féminité autour de cette table, parce que quand on parle bistrot, Gilles Bénard, vous qui êtes de l'ancienne classe, on est de la
même génération, on parlait souvent, alors à part les mères cuisinières lyonnaises, on parlait souvent de gars, et puis dans la clientèle et derrière le comptoir. Bah, comme dans tous les secteurs un peu importants, les femmes toujours cachées, toujours enfermées à la maison, toujours au dernier plan. Et puis les hommes, c'est les femmes qui font la cuisine à la maison depuis toujours. Et puis les grands chefs étoilés, c'était des mecs. On se demande comment ça se faisait. Ça, ils avaient des mamans, quoi. C'est quand même miraculeux. Ils avaient des mamans, ils avaient des mères lyonnaises, ils avaient surtout un système patriarcal de merde qui les foutait au bloc, surtout. Et heureusement, ça commence à changer. Ouais, c'est très bien comme ça. Alors, je vous ai fait venir avec votre fils parce que et Margot parce que cette semaine, d'ailleurs la semaine dernière, en lieu et place de vos présences, il y avait Gilles Pudlowski qui venait annoncer le palmarès de ce guide Pudlo des bistrots. Et vous en êtes les heureux bénéficiaires puisque chacun dans votre catégorie, vous avez été identifié dans les 6 lauréats. Eh bien, il y a à la fois la famille Dumont. Je mets la famille Dumont, Margot, parce on travaille tous ensemble en famille. Votre père, votre oncle, votre jumeau. Mes petits frères aussi. Oui, c'est ça. Et petits frères aussi. Voilà. Donc, au fond, ça, c'est vraiment l'ADN. Chez vous. Combien de bistrots à Paris? Il y en a un paquet maintenant. Alors là, on est à 6 bistrots ouverts. Ouais. On est en train d'ouvrir un 7e. Ouais. Et on travaille avec mon oncle, mon père, mon cousin et 2 de mes frères. Et ben voilà, rien que ça. Une vraie histoire de famille. Mais c'est bien parce que le bistrot, ça sent la famille. D'ailleurs, en face, Marius et Gilles, là aussi, histoire de famille, le Bossé, dans le 9e, rue Richer. Bah alors là, histoire de famille, moi, mon père ici présent, maintenant est à la retraite, mais avant, c'était une histoire vraiment de famille parce qu'on était associés ensemble à Que du Bon dans le 19e. Ah, absolument. Mais maintenant, le Bossé, disons que lui, a rendu son tablier, maintenant. Raccrocher les couteaux. Voilà, raccrocher les gants, raccrocher les couteaux. et moi, voilà, je me suis installé, dans cette rue Richer du 9e arrondissement. Alors, Marius, j'aimerais qu'on se parle quand même. J'aimerais comprendre. Quand on pense bistrot, bon, pour des gars de notre génération, c'est presque évident si on aime cette cuisine bourgeoise. Parce que Gilles Pudlowski la définissait la semaine dernière comme... je demandais c'est quoi la différence entre un bistrot et un resto. Et lui il me disait, il y en a un, c'est de la cuisine bourgeoise, presque de la cuisine de la maison. C'est-à-dire que aller au bistrot, c'est comme aller chez soi. Alors qu'il me disait, au restaurant, on va chez les autres. Il est d'accord, aussi. Gilles? Oui, non, c'est bien vu. Oui, c'est la cuisine issue des femmes à la maison. Encore une fois, on y revient, mais c'est la cuisine populaire, c'est la cuisine qu'on a mangé gamin avec nos grands-mères, nos mères, qu'on a essayé de manger ensemble avec les enfants quand c'était possible, parce que être restaurateur c'est pas facile pour élever une famille en même temps. Mais oui, bien sûr. Vous mais c'est bien l'idée. C'est la cuisine à la maison et l'autre c'est la cuisine, c'est chez les autres. mais ce Gilles Pudlowski, il a pas fini de nous étonner. J'ajouterais aussi qu'il a dit une phrase assez juste. Le bistrot, c'est un endroit où on a envie de revenir. Ouais. C'est ça, c'est une ambiance, Sophie. On se sent à l'aise, on se sent bien, on mange généreusement, on se sent bien servi. Il y a un zinc chez vous? Ouais. Carrément. Et chez vous, Margot, dans la plupart des bistrots, oui. Il y a des zincs. On en a aussi enlevé pour ajouter quelques tables parce que ça permet de faire de la place et qu'il y a de moins en moins de personnes qui viennent quand même s'accouder le matin boire le café. Mais c'est dommage. Et c'est dommage. Moi qui fais que restaurant, en tout cas, et qui fait pas du tout de limonade ou de bar, j'ai quand même des clients qui viennent manger tout seul au bar un plat ou même entrée plat dessert. Un qui sont contents, sur le zinc. Voilà. Qui sont contents de discuter avec le responsable de salle qui fait sa panière de verre derrière le bar. Enfin voilà, ça crée des liens aussi comme ça, je pense. Marius, vous êtes, on peut dire, tombé dedans, mais c'est le cas de Margot aussi. Quand on se dit voilà des jeunes, des trentenaires qui reprennent des institutions, parce que c'est un peu ça les vieux bistrots, ça devient des institutions, c'est presque des musées de la cuisine bourgeoise d'une certaine époque. Moi je dis souvent la cuisine de Maigret parce que tout de suite ça cause à l'esprit. Vous êtes
né dedans, quoi. Ouais, carrément. Bah, disons que mon père qui avait des restos depuis que je suis né, j'ai toujours un peu traîné en salle, etc. Alors mon père était plutôt en salle parce qu'il s'occupait du vin, lui il n'est pas cuisinier, mais j'ai toujours été dedans. Et puis moi quand j'étais gamin, je mangeais une andouillette et un ossobuco. Des fois les serveurs voulaient pas me les servir. Non, mais je veux dire ça me faisait pas peur, quoi. J'étais pas là dans le menu enfant où le steak haché, quoi. Oui, bien sûr. À 4 ans, ils faisaient le service. Ah oui. Oui, on a une dérogation spéciale, nous les bistrotiers, on peut faire travailler les enfants très très jeunes. Alors, Margot, c'est la même chose chez vous. Votre père, il n'est pas chef, il n'est pas cuisinier, il est restaurateur en fait. Il est bistrotier. Oui, il a quand même une formation en cuisine parce qu'il s'est rendu compte que c'était un vrai métier, qu'il fallait savoir de quoi on parle quand on tient un restaurant. Donc dans chacun de ses restaurants, il fait les cartes avec les chefs. Il a été souvent en cuisine pour lancer l'affaire avant de revenir vraiment en salle parce que c'est là où il est très à l'aise. Il fait un peu son show, quoi. D'ailleurs, on n'a pas dit au Bon Cru, Cru de Bourgogne, l'Auberge Bressane, les Marches, le Paris 16. Le Paris 16. Ouais, c'est pour dire parce qu'on n'a pas cité de resto, donc les gens se disent mais c'est quoi au fond leur bistrot? C'est vraiment des bistrots. Mais c'est vous la cuisinière alors dans la famille? Alors moi j'ai fait un CAP de cuisine à Ferrandi et avant ça j'avais fait un master en stratégie de marque en com. Ah donc ouais. J'ai un peu les deux casquettes. Vous êtes cuisine et marketing. Ouais. C'est ça. Exactement. Complémentaire. C'est utile aujourd'hui, non? Oui, je pense. Après moi, je prends le temps de gérer un peu, par exemple, la com ou les comptes Instagram, les choses comme ça. Mais c'est vrai que il y a des atouts, des facilités que tu dois avoir que moi j'ai pas grâce à ta formation aussi. On se rend compte qu'aujourd'hui on est. Ça c'est un peu le côté jeune génération. On en parlait tout à l'heure, les réseaux sociaux, pouvoir animer un peu et être présent en ligne, c'est quelque chose que nous on a appris à faire, qui parle pas trop. Moi, à mon père et à moi, ça parle pas trop. Mais c'est devenu très important aujourd'hui, donc c'est vrai qu'on est obligé d'avoir un peu plusieurs casquettes, plusieurs tocs, ouais, c'est ça. Marius, chez vous, l'ambiance, elle est certes bistrotière. Est-ce qu'il y a une évolution par rapport à vos goûts d'enfance? C'est-à-dire toutes ces réminiscences, tous ces bars dont vous parlez d'ossobuco, d'andouillette, ça peut être une daube, enfin voilà. Moi, ça fait depuis j'ai commencé la cuisine, mon apprentissage, j'ai fait BEP et Bac Pro, moi, à Ferrandi aussi. Et j'ai commencé en alternance, j'avais 15 ans, aujourd'hui j'en ai 31. C'est vrai que je suis passé par différentes cuisines et je suis revenu à cette cuisine de bistrot que je faisais à Que du Bon avec mon père et que je fais maintenant au Bossé, parce que c'est vraiment le produit et la cuisine simple avec 3-4 éléments maximum dans l'assiette. C'est ce que je préfère manger. Mais bien fait. Voilà, ce que je préfère manger, ce que je préfère faire. Et il faut être assez juste sur les assaisonnements, les cuissons et le produit, très important. Voilà. Margot, c'est quoi la ligne du Mans à travers tous vos restaurants qui peuvent être un peu différents, parce que les thématiques peuvent être un peu différentes. C'est quoi la ligne? C'est vrai que dans nos bistrots, c'est un peu régionaliste. On a un bistrot parisien typique au Paris 16. On a l'Auberge Bressane qui est une cuisine plus de Bresse. Les de volaille, Bourgogne. On peut dire. Voilà, exactement, la volaille. On fait aussi des soufflets, des quenelles. Ouais. On a quelques éléments qui se retrouvent dans chacun des restaurants. Mais c'est vrai que on a un steak au poivre avec des petites pommes allumettes bien croustillantes ou des œufs meurettes en entrée. Délicieux. Et en fait, ça parle aux générations de mes parents, à ma génération. Moi, j'ai 33 ans, mais même à des gens de 20 ans qui viennent, qui sont tellement contents de retrouver cette cuisine. Alors, il y a un truc qui est assez contrasté, il faut le dire, dans le pool de bistrot de votre famille, c'est les Marches. Parce que les Marches, voilà un restaurant qui est dans le 16e, qui jouxte le musée d'art moderne, et c'est un routier. Ça, c'est énorme quand même. Ouais. C'est labelliser les routiers et en fait, on est rue de la Manutention, donc ça fait sens. Il y a les camions du Palais de Tokyo qui viennent livrer tous les jours des œuvres d'art. On les attend plus sur le bord des nationales, dans des routes un petit peu désuètes qu'on aime bien d'ailleurs. Mais Gilles, à nous, ça nous parle les routiers parce qu'on l'a fait dans nos étapes françaises en se baladant. Quand on partait en vacances avec la traction avant, j'étais assis entre mon grand-père et mon père. Ou la 404. La 404. D'un seul coup, Florentin disait on s'arrête là et on s'arrêtait là et ils se mettaient chacun un litre de rouge dans le pif et ils repartaient en roulant. Il n'y avait pas de contrôle à la sortie. Avec le gamin au milieu sans ceinture. Quelle époque, mais quelle époque.
Bien sûr qu'on peut plus faire ça, mais aussi quelle époque de liberté. Ouais. Bien sûr. Mais aussi une époque où la cuisine simple, elle était pratiquée partout, c'est-à-dire on s'arrêtait dans un rôti, c'était un label, on savait qu'on allait bien bouffer, voilà. C'était pas élaboré. Les gens faisaient avec des vrais produits. Mais les produits étaient là tout le temps. Ouais. On en parlait tout à l'heure, bien sûr, ça s'est perdu, l'idée du produit. Maintenant, les gens, même dans les campagnes, ça revient grâce aux jeunes qui sont intéressés par la bouffe. Il y en a qui mangent vegan, il y en a qui mangent végétarien, etc. Ok, pourquoi pas. Mais il y a aussi plein de jeunes qui aiment manger une cervelle de veau avec un petit beurre citronné, comme le fait Marius, quoi. Voilà. Margot, je vous ai vu acquiescer quand il a dit des cervelles. Ouais, non, mais c'est vrai que la cervelle, c'est vrai que c'est un peu clivant. Aujourd'hui, parler de cervelle à des jeunes. Mais on cherche plus une cuisine aseptisée, en fait. C'est vrai que les jeunes aujourd'hui, ils sont sensibles aussi à ce qui se passe en termes environnementaux. Quand on sait d'où viennent les produits, comment ils sont travaillés et que c'est pas juste une poche sous vide qui est ouverte, ça nous parle. Et puis ça se ressent. Je rebondis aussi sur le côté végétarien et vegan. Pourquoi pas, tant que c'est avec des vrais produits. C'est-à-dire que nous, on bosse avec des maraîchers bio en direct, ou avec le carreau des producteurs à Rungis, où c'est uniquement des producteurs bio locaux qui proposent leurs légumes de saison et bien faits, avec du goût, voilà. Plutôt locaux, c'est-à-dire la ceinture verte d'Île-de-France. C'est manger que des légumes, ou etc. Mais bien sûr, pourquoi pas. Mais restez avec nous. Quand on parle de bons produits, on est bien dans Ferniaud fait le marché. On s'y sent bien, d'ailleurs. Ça commence à creuser un tout petit peu d'entendre parler de mai. On se retrouve dans une minute pour continuer cette belle conversation. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. On continue à faire le marché, je dirais même qu'on continue à préparer le déjeuner, et pas du triste, voilà, 3 feuilles de quelque chose posé sur un truc famélique. Non, on est dans le solide, on est dans le bistrot. D'ailleurs, je suis avec les Bénard, père et fils, Gilles et Marius, et puis Margot Dumont, qui elle aussi représente la famille Dumont, famille de bistrotiers. Gilles, bistrotier, ça vous va comme terme ? Est-ce que vous prenez ça comme péjoratif, ou est-ce que on peut vous appeler bistrotier ? Ah oui, je pense que je vois pas quel autre terme il pourrait y avoir. Restaurateur. Oui, restaurateur, dans le sens, si on l'entend pas décharné de son acception, c'est-à-dire si on restaure les corps. On les restaure dans le sens, on les restaure, et les âmes, c'est-à-dire que on les remet en place, on les remet debout, on les remet à travers quelque chose de très important. Je vais être court, mais à travers la bouche, quoi. La bouche, c'est ce qui fait l'humanité. C'est là qu'on aime, c'est là qu'on parle, c'est là qu'on mange. Donc la bouche, c'est le centre de l'humanité. Et donc, c'est ça qui est important, ce que disait Marius sur donner, pas donner n'importe quoi. J'avais un maître qui s'appelait Michel Picard, qui avait créé la Maison Astier à l'époque, et puis qui a continué après, qui a été un de nos maîtres à beaucoup, y compris à notre camarade Yves Cantbord et à d'autres, et qui disait ça. Il disait, les gens, ce qu'ils payent quand tu manges chez toi, parce que les produits, ça coûte, et qu'il y a des vrais gens qui travaillent avec des vrais salaires, ça coûte de l'argent. Donc il disait, te fous pas de leur gueule, quoi. Dans l'assiette, tu mets de la quantité et de la qualité. Parce qu'il y en a, ce qu'ils vont manger là, ce soir, dans l'assiette, ils le gagnent pas par semaine au RSA. Donc, te fous pas de leur gueule. Et là, tu restaures les âmes et les corps. Mais vous êtes quand même des bistrotiers, puisque c'est l'âme de ce guide Pudelot des bistrots par lequel vous avez été, je dirais, mis à l'honneur cette année. Vous deux, les deux familles, Dumont et Bénard. Alors, les Bénard, ça c'est encore une histoire. D'ailleurs, je pensais à un truc, bistrotier, ça n'a jamais été une injure. Le mot bistrot lui-même, il vient des Russes blancs, des premiers Russes qui ont fui la Révolution, parce que bistrot, ça veut dire vite, ils voulaient être servis vite dans les cafés parisiens, et ils en ont tiré ce terme. Alors aujourd'hui, c'est vrai que par les Russes, quand on parle de bistrot, c'est un peu difficile d'en parler tant qu'il court, mais comme on est œcuménique et qu'on n'en veut pas aux Russes qui vivent en France, et surtout ceux qui sont installés depuis longtemps, voilà, il n'y a aucun problème à se faire appeler bistrotier. De toute façon, on n'en veut pas au peuple russe qui est manipulé par son gouvernement. Mais bistrot, c'était au moment, excuse-moi juste un mot, c'était au moment où l'armée, où Napoléon a perdu, les Russes sont arrivés jusque dans les faubourgs de Belleville, et ils rentraient dans les cafés, et il buvait un truc comme ça, du dur, c'est bistrot. Allez, on envoie la dose. C'est intéressant quand on parle de transmission, il y a aussi tout le savoir en plus de toutes les... Bien sûr. Le métier.
C'est-à-dire je connaissais pas. Un restaurant, il n'est pas forcément ancré dans l'histoire de la cuisine et de la cuisine bourgeoise, alors qu'un bistrot, il l'est forcément, parce qu'il y a tout ce passé qui est là, qui suinte du comptoir, des meubles, des chaises, des murs dans les bistrots. En tout cas, c'est ce qu'on aime à Paris, qu'il y ait encore des vrais bistrots qui sont dans ce guide qui est gratuit. Je le rappelle, le Pudelot des bistrots. Yes. Alors. On parlait tout à l'heure en première partie de la présence des femmes en cuisine. Pour moi, c'est très important. Et il y en avait une qui était mise à l'honneur également. Elle s'appelle Marie-Victorine et c'est la chef des Lyonnais. Alors, quand on est lyonnaise, c'est facile. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Bonjour Marie-Victorine. Bonjour. Alors, vous êtes la nouvelle chef, on va dire, de la nébuleuse Ducasse. Et dans cette nébuleuse qui va vraiment pratiquement du bistrot jusqu'aux 3 étoiles, vous avez coché la case bistrot. Alors, à votre âge, quel âge avez-vous d'ailleurs ? J'ai 30 ans. Voilà. Jeune chef, qu'est-ce qui vous a séduit dans le fait d'être dans un bistrot plutôt que dans un restaurant plus gastronomique ? Donc, ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment un choix que j'ai fait sur le tard parce que, étant sortie de l'Institut Paul Bocuse, j'ai fait des maisons étoilées, dont des 3 étoiles. Et en fait, j'ai vraiment grandi dans un bistrot. Mon papa avait un bouchon lyonnais à Lyon. Et en fait, je pense que ce qui m'a manqué, c'est du monde, du bruit, la spontanéité de pouvoir faire ce qu'on veut, des produits de la vie, en fait. J'aime vraiment ça dans ces restaurants-là. Alors, votre papa, il est connu parce que le bouchon qu'il tient rue Mercière, c'est le Mercière. On le surnomme le Viking parce que c'est un grand bonhomme blond et baraqué. Et avec la moustache un peu à la Viking, exactement. Ouais. Et c'est une institution lyonnaise. Du coup, ici, on est au Lyonnais. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui a séduit Alain Ducasse en vous faisant venir, outre vos qualités de cuisinière, le fait que vous soyez justement une Lyonnaise ? Oui, j'en suis persuadée parce que étant Lyonnais, on a en fait finalement on cuisine ce qu'on a mangé petit aussi. C'est une culture aussi et je pense que la cuisine lyonnaise doit en tout cas est bien exécutée par quelqu'un qui a mangé lyonnais toute sa vie. Moi j'ai mangé les cuisses de grenouille, les volailles de Bresse, les poissons de rivière, découper les cochons avec mon père petit. Enfin c'est quelque chose pour moi qui est presque instinctif et qui l'est aussi dans mon palais, donc c'est beaucoup plus facile à reproduire forcément. Vous succédez à une chef ici aussi, à une cuisinière ? Exactement. Alors moi je suis pas de Paris, donc je suis lyonnaise, donc je connaissais pas le restaurant avant, mais il paraît-il, oui, c'était une femme. Je pense que le chef aussi aime le fait que les mères lyonnaises représentaient une gastronomie à Lyon et qu'elle se soit un peu perdurée, de la mère lyonnaise dans les cuisines, quoi. Enfin vous êtes une fille lyonnaise plutôt qu'une mère lyonnaise. Je suis pas encore mère, effectivement. J'espère un jour, mais c'est pas le cas, oui. Vous êtes bien la fille de votre père. Alors justement, il doit être assez fier que vous soyez cette ambassade lyonnaise à Paris pour quelqu'un qui a vraiment cette âme du bouchon, quoi, qui est le bistrot lyonnais. Il est super fier et surtout qu'il s'y attendait pas vraiment parce que moi j'ai un peu fui Lyon et les bistrots parce que je pense qu'on a une espèce de crise existentielle quand on est jeune. On sait pas ce qu'on veut faire, si ce qu'ont fait nos parents, est-ce qu'on n'est pas obligé de le faire finalement. Donc en fait on fait l'inverse. Et moi je suis partie au Danemark. Et je suis vraiment revenue de mon plein gré, de mon envie et de mon cœur. Donc en fait aujourd'hui il sait que je fais cette cuisine pour moi-même. Donc il est super heureux. Puis on se partage des recettes maintenant parce que vu que j'ai un peu rafraîchi la cuisine lyonnaise et que lui il est quand même vraiment à l'ancienne dans sa cuisine. Tradi. Ouais voilà. Mais du coup c'est chouette quoi parce que je reprends un peu des classiques, que je dépoussière un petit peu et que je rafraîchis et du coup c'est sympa, l'échange est vraiment sympa. Mais je l'ai toujours au téléphone pour les livres à la Royale quand j'ai un doute sur des sauces, des choses comme ça, il m'épaule. Alors Marie-Victorine, est-ce que ici vous avez entière latitude ou est-ce que la pression du groupe Ducasse et de l'entourage fait que vous choisissez pas vraiment votre carte ? J'ai beaucoup de chance parce que j'ai liberté ici de faire la carte qui me plaît. Bien sûr, le chef Ducasse vient et contrôle et vient goûter, etc. et m'épaule. Mais on a beaucoup de chance, on est très libre ici. Les produits vivent, on change beaucoup. C'est que des produits de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas de poisson de la mer, etc. On a des super producteurs de la région parisienne, en permaculture, dans le 91, dont Erwan Imbert, que je citerai. On a des super produits et on est libre dans ce restaurant. Donc il faut venir voir, c'est très sympa. Alors, il y a quelque chose d'important dans la cuisine de bistrot, ça fait partie de votre enfance, de vos réminiscences et c'est présent. On n'attend pas une jeune femme dans ce domaine. Les abats,
hein, parce que c'est un plat de bistrot, les abats. J'adore cuisiner les abats. En fait, j'adore cuisiner les produits qui sont boudés ou qu'on jette à la poubelle, les produits dont les gens veulent pas. Je pense que ça fait aussi partie de mon caractère. Et puis, même écologiquement, on se rend compte qu'on n'a plus envie de choisir un seul filet mignon d'un animal. On a envie de prendre les pièces qui sont finalement pas utilisées parce que c'est aussi notre rôle de cuisinier, de faire les pièces que les gens font pas chez eux. Donc j'adore particulièrement cuisiner les abats, les fans, ce qui est un peu mis de côté normalement. Même les abats du poisson, les œufs de poisson, on fait des taramas de brochet par exemple, des choses comme ça quoi. Bon, prochaine étape, passer du nom les Lyonnais aux Lyonnaises. Bah ça faut demander au chef, hein. Moi je suis pas chez moi, hein, mais et j'ai aucun égo là-dessus. Moi les Lyonnais, chef sans œufs, ça me va très bien. On fait à manger, c'est ce qui est le plus important, hein. Peu importe qui derrière finalement. Et avec une bonne ambiance, hein, parce que c'est ça aussi les bistrots. Hein. Ouais, c'est ce que j'aime beaucoup. Et je pense que j'ai vraiment commencé ce métier aussi pour ça, pour la table quoi, les gens qui traînent à table, ramener des plats, la convivialité, le festin de Babette quoi, ça rassemble un petit peu et j'aime ça. Merci, je vous laisse aller cuisiner, hein, c'est l'heure. C'est ça, c'est l'heure. Merci beaucoup, bonne journée. Oh là là, quel tempérament cette Marie-Victorine Manoir. On l'écoutait en se disant, c'est vraiment un tempérament de mère cuisinière. Ces jeunes mères lyonnaises qu'on a connues au début du XXe siècle, enfin tout le XXe siècle, même après-guerre. Voilà, c'est un peu la relève. Ça doit vous faire plaisir, Gilles Bénard, parce que franchement, quand on réfléchit à la transmission, nous qui sommes d'une génération qui avons connu les bistrots tradis, ça florissait. On se dit mais qui va reprendre ça? Et puis là, on voit qu'il y a quand même une jeune classe qui est très très active. Une jeune classe très active, avec beaucoup de jeunes qui trouvent que c'est une vraie que c'est valorisant ce métier, que c'est devenu un beau métier, que maintenant on est obligé de les payer un peu plus, qu'ils ont été si mal payés pendant longtemps, avec beaucoup de femmes, et ça change la donne. Et voilà, et depuis quelques années, comme je disais, un vrai retour de la vraie qualité des gens qui se penchent sur le truc, qui font pas Marius disait à l'instant des assiettes pour Instagram, c'est-à-dire des trucs pour faire flamber en empilant des produits. Qui se mange, pas celle qui se regarde. Bah oui, et puis des produits empilés. Ça empêche qu'on peut dresser une jolie assiette simple et bonne, quoi. Ah bah de toute façon, qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'une jolie daube, qu'un Navarin. Enfin, je veux dire, Margot. C'est très beau à regarder, c'est pas forcément photogénique. Ouais. C'est vrai, mais en fait, ça donne envie. C'est ça l'important aussi. Gourmand, ouais. Alors justement, le déjeuner approche. Margot, si on passe aux marches là tout à l'heure, qui sont pas très loin, c'est quoi les plats emblématiques là qui vous viennent en tête, vous qui êtes en cuisine? Le dimanche, les gens se déplacent pour un plat très très simple, c'est le poulet rôti, un bon poulet fermier, le fameux poulet du dimanche, élevé en plein air avec la peau bien dorée, un jus corsé et des pommes allumettes. Quand vous dites jus corsé, c'est clair qu'il est réduit. On a fait partir un peu l'eau pour qu'il soit un peu qu'il ait le goût, quoi. Il faut qu'il soit bien gras aussi, pour que ce soit bon. Un jus gras. Merci. Un jus gras. Marius, du côté du Bossé, c'est quoi le plat emblématique que je pourrais avoir tout à l'heure quand j'aurais pris déjà un poulet, que je me serais ouvert l'appétit. Alors. Ouais. Le midi, moi, dans mon menu, je fais souvent des plats, des daubes, comme vous disiez, ou un petit collier d'agneau mijoté aux épices, avec une bonne pomme de terre écrasée aux herbes. Ah oui, c'est bien. Puis il y a des beaux poissons en ce moment, au printemps. Super. Moi, j'ai vu. Beaux poissons sauvages, là. Puis par exemple, aussi bête que ça, mais dans certains bistrots, on sert encore la sole meunière. Bien sûr. Et ça, c'est quand même une splendeur. Là, on est en pleine saison. Là. Mais même pour les menus du midi, je lance un appel à tous les bistrotiers. Il y a toujours moyen de trouver des petits merlans, des petits maquereaux, des belles choses. Voilà. Du pas cher et du bon, et le merlan, quelle merveille, quand c'est bien fait. Qu'il soit Colbert ou en colère. Allez. Merci à vous, les Bénard et les Dumont à travers Margot d'être venus me voir ce matin. Voilà, mes amis, ces joyeux bistrotiers m'ont carrément ouvert grand leur cœur, mais aussi l'appétit. Et ça marche ensemble, surtout dans les bistrots. Et le vôtre aussi, j'espère, d'appétit. Alors, je vous souhaite un solide déjeuner ce midi, et nous, on se retrouve à la même heure dimanche prochain pour une émission consacrée plutôt à la livraison à domicile, des nouvelles formules, mais des belles choses, vous verrez, parce qu'on peut envoyer des beaux produits chez les usagers. Après le journal En toute vérité d'Alexandre Devecchio, puis vous retrouverez C'est ça la France de Nathalie Schran-Guirma. Allez, à dimanche prochain pour retourner au marché tous ensemble sur Sud Radio. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.